Tu n'es qu'une grosse vache. Personne d'autre que moi ne voudra jamais de toi. » Ces mots, mon mari me les a crachés au visage le jour de notre 5e anniversaire de mariage, juste avant de partir rejoindre sa maîtresse. Il pensait m'avoir brisée, détruite à jamais. Il ne se doutait pas qu'il venait de déclencher une guerre. 1 an plus tard, quand il m'a vue sur un panneau publicitaire géant au centre-ville, il a tout fait pour me récupérer. Mais ma vengeance n'avait même pas encore commencé. Bonne écoute! Je m'appelle Chloé. Pendant des années, ma vie a tourné autour d'un seul homme, Julien. Je l'aimais d'un amour que je croyais inconditionnel, un amour qui me rendait aveugle. Aveugle à ses piques incessantes, à ses moqueries déguisées en blagues, à la façon dont il me rabaissait constamment, surtout concernant mon poids. J'avais pris quelques kilos depuis notre mariage, des kilos de bonheur, je pensais. Pour lui, c'était devenu une arme. « Fais attention, ma chérie, tu vas déborder du canapé », lançait-il en ricanant devant ses amis. Chaque bouchée que je prenais était accompagnée d'un commentaire, d'un regard désapprobateur. Le parfum du pain frais sortant du four, qui autrefois me comblait de joie, était maintenant teinté d'une odeur de culpabilité. Je me souviens de l'air froid et humide de notre appartement ce soir-là. La pluie frappait contre les fenêtres, comme des larmes sur une vitre. J'avais passé la journée à lui préparer son plat préféré, un bœuf bourguignon qui avait mijoté pendant des heures, remplissant la cuisine d'une saveur riche et réconfortante. J'avais mis une jolie robe, un peu serrée certes, mais dans laquelle je me sentais encore belle. J'espérais un compliment, un regard tendre, un simple merci. Au lieu de ça, il a à peine touché à son assiette avant de prononcer la phrase qui allait tout changer. La phrase sur la grosse vache. Mon cœur s'est brisé. Pas en 1000 morceaux, non. Il a implosé, créant un trou noir de silence et de douleur. Il a attrapé sa veste, les clés de sa voiture qui cliquetaient sinistrement, et il est parti. La porte a claqué, et ce son a résonné en moi comme le point final d'un chapitre de ma vie. Je suis restée là, immobile, au milieu du salon, l'odeur du repas gaspillé me montant à la gorge. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête. C'est fini. Mais était-ce vraiment la fin de moi ou le début de quelqu'un d'autre? La nuit a été longue, blanche, glaciale. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais comme anesthésiée, assise sur ce même canapé où il m'avait si souvent humiliée. Le silence de l'appartement était assourdissant, seulement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Tic-tac. Chaque seconde semblait marteler mon échec. Au lever du jour, les premiers rayons de soleil ont traversé les rideaux, dessinant des barres de lumière sur le sol. C'est là que je me suis vue dans le grand miroir du salon. J'ai vu cette femme aux yeux cernés, aux cheveux en désordre, engoncée dans une robe trop serrée. J'ai vu la tristesse, le désespoir, mais sous tout ça, j'ai senti une étincelle. Une braise minuscule, presque éteinte, mais encore vivante. C'était la colère. Une colère pure, froide et puissante. Ce n'était pas contre lui, pas encore, c'était contre moi. Contre la personne que j'avais laissée devenir, celle qui acceptait les miettes d'affection, qui s'excusait d'exister, qui croyait mériter ses insultes. Je me suis approchée du miroir, le cœur battant à tout rompre. J'ai regardé mon reflet droit dans les yeux. Mes mains tremblaient légèrement. « Plus jamais », ai-je murmuré, ma voix rauque après des heures de silence. « Plus jamais, tu ne laisseras quelqu'un te définir. Plus jamais ». Ce n'était pas une résolution du Nouvel An, c'était un serment, un pacte de sang avec moi-même. J'ai attrapé un grand sac poubelle dans la cuisine. Sans hésiter, j'ai ouvert le frigo et j'ai tout jeté. Les restes du bœuf bourguignon, les desserts sucrés, les sodas,
tout ce qui représentait cette vie de consolation par la nourriture. Le bruit des emballages froissés et des pots en verre s'entrechoquant était une musique libératrice. C'était la première étape, le premier son de ma nouvelle vie. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais une chose, je ne reviendrais jamais en arrière. J'allais lui montrer, mais surtout, j'allais me montrer de quoi j'étais capable. La guerre avait commencé, et le premier soldat sur le champ de bataille, c'était moi. Le premier jour du reste de ma vie a commencé par une douleur fulgurante. J'ai rejoint la salle de sport la moins chère du quartier, un endroit qui sentait la sueur, le métal et la détermination. L'odeur même me donnait la nausée. Mon corps, habitué à la douceur du canapé, hurlait à chaque mouvement. Le coach, un homme sec nommé Marc, avec des yeux qui semblaient scanner vos moindres faiblesses, n'a eu aucune pitié. « Plus vite, plus bas, la douleur c'est ton ancienne vie qui quitte ton corps !» criait-il, sa voix couvrant la musique techno assourdissante. Chaque fibre de mes muscles brûlait, mes poumons étaient en feu. Je pouvais sentir les regards des autres, des femmes sculptées qui soulevaient des poids avec une facilité déconcertante. Je me sentais grosse, faible, ridicule. Une voix, dans ma tête, qui ressemblait étrangement à celle de Julien, murmurait « Tu n'y arriveras jamais, rentre chez toi, ouvre un pot de glace, c'est tout ce que tu mérites. » J'ai couru sur le tapis, les larmes se mélangeant à ma sueur, brouillant ma vision. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Je me suis effondrée, tombant lourdement sur la bande de caoutchouc qui continuait de tourner sous moi, m'écorchant le genou. Allongée là, le souffle court, la douleur aux genoux vive et perçante, j'ai tout vu en noir. Marc s'est approché, son visage impassible. Il n'a pas tendu la main pour m'aider. Il m'a juste regardé et a dit froidement « Alors, tu abandonnes ? Il avait raison finalement ?» Cette question, cette simple question, a été comme une décharge électrique. Il, Julien, avait-il raison ? Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Jamais. J'ai serré les dents et en ignorant la douleur, j'ai commencé à me relever. Mais en posant ma main au sol, j'ai senti une douleur encore plus vive dans mon poignet. Une douleur si intense que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le médecin a diagnostiqué une simple entorse. « 1 semaine de repos complet, madame. » 1 semaine. Pour moi, c'était une éternité, un siècle. La voix du doute est revenue en force. C'est un signe. Ton corps te dit d'arrêter. J'ai passé les 2 premiers jours dans un brouillard de frustration, à regarder des séries télé en mangeant des salades sans saveur, la haine de moi-même grandissant à chaque minute. Et puis, le 3e jour, en scrollant sans but sur mon téléphone, je suis tombée sur une vidéo. Une femme, unijambiste, qui escaladait une montagne. Son visage était crispé par l'effort, mais ses yeux brillaient d'une lumière féroce. J'ai eu honte de mon poignet foulé, de mes excuses, de ma faiblesse. J'ai éteint la télé, j'ai enfilé mes baskets. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas soulever de poids, mais je pouvais marcher. J'ai marché. Des heures. J'ai exploré chaque rue de mon quartier, puis des quartiers voisins. J'ai appris à connaître ma ville à pied, sentant le bitume sous mes semelles, l'air frais sur mon visage. C'est pendant une de ces marches que je l'ai vue. Sa voiture, garée devant un restaurant chic. Et à la place du passager, une femme riait, sa tête blonde renversée en arrière. Une silhouette fine, parfaite. Mon estomac s'est noué. La douleur était si vive, si familière. J'ai fait demi-tour, le cœur battant la chamade. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai fait des squats, des fentes, des exercices pour les abdominaux, tout ce que je pouvais faire d'une seule main valide jusqu'à l'épuisement total. Sa vision avec cette femme était devenue mon nouveau carburant. Quelques semaines plus tard, mon poignet guéri, j'étais de retour à la salle, plus forte, plus déterminée.
Un soir, après une séance particulièrement intense, j'ai ouvert Facebook, une vieille habitude stupide. Et là, c'était la première chose sur mon fil d'actualité. Une photo. Julien et la femme blonde, souriant, enlacés. La légende disait « Avec la seule qui compte, mon futur ». La photo m'a frappée comme un coup de poing en pleine poitrine. Mon futur, ce futur qu'il m'avait promis. J'ai fixé l'écran, le souffle coupé. J'ai zoomé sur son visage. Elle était belle, d'une beauté lisse et conventionnelle, le genre de femme qu'il pouvait exhiber fièrement. Et moi, j'étais le passé embarrassant, la grosse vache qu'on cache. La colère a submergé la tristesse. C'était une colère froide, lucide. J'ai posé mon téléphone et d'un geste calme, presque chirurgical, j'ai commencé le grand nettoyage. J'ai bloqué Julien, j'ai bloqué sa nouvelle conquête. Puis j'ai passé en revue notre liste d'amis communs. Tous ceux qui avaient liké la photo, tous ceux qui m'avaient ignoré depuis son départ, tous ceux qui avaient choisi leur camp. Supprimés, bloqués, un par un. C'était douloureux, comme arracher des pansements sur des plaies encore ouvertes. Mais à chaque nom qui disparaissait, je me sentais plus légère. Je me libérais des fantômes, des juges silencieux de mon passé. Ma vie devenait un espace vide, un peu effrayant, mais un espace à moi, un espace à reconstruire. Les semaines sont devenues des mois. Mon corps changeait. Ma taille s'affinait, mes muscles se dessinaient. Mais le plus grand changement était intérieur. Le silence dans mon appartement n'était plus oppressant, il était paisible. Je redécouvrais des plaisirs simples, lire un livre sans être interrompu, écouter ma musique, danser seule dans le salon. Un matin, au travail, Sophie, une collègue avec qui je parlais peu, s'est arrêtée devant mon bureau. « Chloé, waouh, tu es radieuse, tu as fait quelque chose de nouveau ?» C'était la première fois que quelqu'un remarquait non pas ma perte de poids, mais ma lumière. Ce simple compliment a été un baume sur mon cœur. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert une vieille boîte de rangement. À l'intérieur, emballée dans du papier de soie, se trouvait ma robe de mariée. Par pure curiosité, je l'ai sortie. Elle était lourde, chargée de souvenirs. J'ai ouvert la fermeture éclair et je l'ai enfilée. Elle a glissé sur moi sans aucune résistance, flottant autour de ma nouvelle silhouette. Elle était au moins 3 tailles trop grande. Et en me voyant dans le miroir, une seule pensée m'a traversé l'esprit. La femme qui a porté cette robe est morte. La mort de mon ancien moi méritait des funérailles dignes de ce nom. Le week-end suivant, j'ai pris toutes mes anciennes fringues, ces vêtements trop grands, informes, qui me servaient de cache-misère, et je les ai donnés à une association. Mon armoire était presque vide, mais pour la première fois, elle me semblait pleine de promesses. Avec mes premières économies, j'ai décidé de m'offrir une séance de shopping. Pas pour me cacher, mais pour me célébrer. Je suis entrée dans une boutique où je n'aurais jamais osé mettre les pieds auparavant. Les lumières étaient vives, la musique entraînante. Une vendeuse souriante s'est approchée. « Je peux vous aider ?» Au lieu de bafouiller « je ne fais que regarder », j'ai répondu avec une assurance qui m'a moi-même surprise. « Oui, je veux une robe qui me fasse me sentir puissante. » J'ai essayé des couleurs que je n'avais jamais portées, des coupes qui épousaient mes formes. Dans la cabine d'essayage, sous la lumière crue, je ne voyais plus mes défauts. Je voyais des hanches, une taille, des épaules. Je voyais une femme. J'ai choisi une robe rouge, simple mais parfaitement coupée. En sortant de la boutique, mon sac à la main, je me sentais invincible. Le soleil de fin d'après-midi caressait ma peau. Un homme, assis à la terrasse d'un café, a levé les yeux de son journal et m'a souri. Un vrai sourire, pas un rictus moqueur. J'ai senti mes joues rougir, mais au lieu de baisser la tête, j'ai soutenu son regard et lui ai rendu son sourire avant de continuer mon chemin. C'était une petite victoire, mais elle avait le goût du champagne. Je me sentais flotter. En arrivant chez moi, mon téléphone a vibré dans mon sac.
Je m'attendais à un message de ma mère ou de ma seule amie restante, Léa. Mais le nom qui s'affichait sur l'écran a glacé le sang dans mes veines. C'était un numéro que je n'avais pas effacé, un vestige de mon ancienne vie que j'avais oublié de purger. C'était ma belle-mère. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'écran, le cœur battant. Pourquoi m'appelait-elle après des mois de silence radio ? Ma première impulsion a été de rejeter l'appel, de bloquer le numéro et de continuer le grand nettoyage. Mais la curiosité, une curiosité malsaine, a été la plus forte. J'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit, ma voix sonnant plus assurée que je ne le pensais. « Chloé, ma chérie, c'est Monique. Comment vas-tu ?» Sa voix était mielleuse, faussement inquiète. C'était la même voix qu'elle utilisait quand elle me critiquait, gentiment, sur ma cuisine ou ma tenue. J'ai répondu poliment, d'un ton neutre. « Je vais très bien, Monique, merci. Et vous ?» S'en est suivi un monologue de sa part sur la météo, sur ses rhumatismes, sur des futilités. Je l'écoutais sans rien dire, sentant le piège se refermer. Elle n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles, elle était en mission. Puis, la question est tombée, déguisée en remarque anodine. « J'ai appris que tu avais beaucoup changé. Tu sais, les gens parlent. » J'ai souri, un sourire silencieux et glacial. Les gens ont beaucoup de temps libre, apparemment. Elle a semblé décontenancée par mon ton. Elle a hésité, puis a continué, plus direct. « Julien m'a dit que tu ne répondais plus à ses messages. »« Ah, voilà, nous y étions. » « Je n'ai rien à lui dire, » ai-je répondu calmement. Un long silence a suivi. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, chercher un nouvel angle d'attaque. J'ai décidé de mettre fin à la conversation. « Je suis désolée, Monique, mais je dois vous laisser, j'ai des choses à faire. »« Attends, Chloé !» Sa voix est devenue soudainement plus pressante, moins contrôlée. C'est juste que les choses ne se passent pas très bien pour Julien et cette fille. Il n'est pas heureux. La petite bombe était lâchée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste un vide immense. J'ai répondu avant de raccrocher. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Mais cette information, que je le veuille ou non, venait de planter une graine dans mon esprit. L'appel de Monique m'a secoué plus que je ne voulais l'admettre. L'idée que Julien soit malheureux aurait dû me réjouir, mais elle a simplement remué de vieux fantômes. Pour me changer les idées, le samedi suivant, j'ai décidé de m'offrir un vrai plaisir. M'asseoir dans le café le plus branché de la ville, commander un gâteau hors de prix et le savourer sans aucune culpabilité. J'étais installée près de la fenêtre, observant le balai des passants, me sentant parfaitement à ma place. Je portais ma robe rouge, je me sentais bien. J'étais en train de déguster un merveilleux fondant au chocolat quand une femme s'est arrêtée devant ma table. Elle était grande, élégante, la quarantaine, avec une coupe au carré impeccable et un regard perçant. « Pardonnez-moi de vous déranger », a-t-elle commencé d'une voix grave et posée. « Je vous observe depuis quelques minutes. Vous avez une présence incroyable. » J'ai failli m'étouffer avec mon gâteau. Je pensais qu'elle se trompait de personne. Merci, ai-je bafouillé. Elle m'a tendu une carte de visite en carton épais. « Je m'appelle Hélène Duval. Je suis directrice de casting pour l'agence Visage. Nous cherchons constamment de nouveaux talents, des beautés qui sortent de l'ordinaire. Et vous, mademoiselle, vous avez une structure osseuse magnifique et un regard qui raconte une histoire. » Je regardais la carte puis son visage, incapable de formuler une pensée cohérente. Une agence de mannequinat, c'était une blague, une caméra cachée. J'ai cherché autour de moi, m'attendant à voir une équipe de tournage. « C'est très gentil, mais je crois que vous faites erreur. Je ne suis pas un mannequin. » « Le mannequinat a changé », a-t-elle rétorqué avec un sourire. « On ne cherche plus des porte-manteaux, on cherche des personnalités.
Appelez-moi si ça vous intéresse. N'ayez pas peur. » Elle m'a fait un clin d'œil et s'est éloignée, me laissant seule avec mon gâteau à moitié mangé et sa carte entre mes doigts. Agence Visage. C'était absurde, c'était impossible. Et pourtant, mon cœur battait à une vitesse folle. Pendant 3 jours, la carte est restée sur ma table de chevet. Je la regardais, la prenais, la reposais. Un gouffre s'ouvrait devant moi. D'un côté, ma nouvelle vie, sûre et tranquille. De l'autre, l'inconnu total, terrifiant et exaltant. Le jeudi matin, j'ai pris ma décision. Je me suis plantée devant l'immense porte en verre de l'immeuble où se trouvait l'agence. La carte tremblait dans ma main. Allais-je oser ? Ou allais-je faire demi-tour et fuir comme je l'avais toujours fait ? J'ai pris la plus grande inspiration de ma vie et j'ai poussé la porte. L'intérieur était tout en blanc, en verre et en métal. Le silence n'était brisé que par le cliquetis des talons sur le sol en marbre et le son étouffé d'un téléphone. Des femmes, toutes plus grandes et plus minces les unes que les autres, allaient et venaient, l'air affairé et vaguement dédaigneux. Je me sentais comme un moineau dans une volière de paon. Mon assurance, si durement acquise, s'est évaporée. La réceptionniste a à peine levé les yeux de son écran quand j'ai prononcé le nom d'Hélène Duval. On m'a fait asseoir sur un canapé en cuir blanc, froid et inconfortable. Chaque minute d'attente était une torture. Je me répétais que j'étais folle, que je devais partir. Hélène est enfin apparue et m'a conduite dans un grand studio photo. Un photographe, un homme petit et nerveux avec des lunettes rondes, m'a à peine jeté un regard. « Pas de maquillage ? Pas de stylisme ? Hélène, c'est une perte de temps !» a-t-il grommelé. Mon envie de fuir est devenue un besoin physique. Mais Hélène a insisté. « Fais juste quelques pas là, Antoine. Fais-moi confiance. » Antoine a soupiré et a attrapé son appareil. « Bon, mets-toi là. Regarde-moi. Non, pas comme ça. Détends-toi. Tu es raide comme un piquet. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... » Il n'arrêtait pas de critiquer. Je me sentais nulle, exposée, humiliée. Les mots de Julien sont revenus me hanter. « Personne ne voudra jamais de toi. » Une vague de fureur m'a submergée. J'ai arrêté de regarder le photographe. J'ai regardé à travers l'objectif, comme si je pouvais voir Julien de l'autre côté. J'ai mis dans mon regard toute ma peine, toute ma colère, tout mon mépris et toute ma nouvelle force. « Voilà !» a crié Antoine, me faisant sursauter. « Ne bouge plus, c'est ça le regard !» Le flash a crépité plusieurs fois. Il s'est approché de moi, l'air excité, et m'a montré le petit écran de son appareil photo. Je me suis penchée pour regarder, et mon souffle s'est coupé. La femme sur la photo avait mes yeux, mon nez, ma bouche. Mais ce n'était pas moi. C'était une inconnue, une femme magnifique, puissante, presque dangereuse, une femme que je ne connaissais pas du tout. Et pour la première fois de ma vie, en voyant mon propre reflet, j'ai eu peur. Et strach buldrumant. Ce n'était pas la peur de l'échec ou du ridicule. C'était la peur de ma propre puissance, de cet inconnu dans le miroir qui me fixait avec une intensité presque prédatrice. Hélène a dû voir la panique dans mes yeux. Elle a posé une main sur mon épaule, son contact était ferme et rassurant. N'aie pas peur de ça, Chloé. La plupart des gens passent leur vie sans jamais rencontrer la vraie personne qui sommeille en eux. Toi, tu viens de lui dire bonjour. Ces mots étaient simples, mais ils ont résonné en moi. Antoine, le photographe, regardait toujours ces clichés en marmonnant des « incroyables », ce regard. Je me suis tournée vers Hélène. Mon cœur battait la chamade, un mélange de terreur et d'une excitation que je n'avais jamais ressentie. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elle a souri. « Maintenant, on travaille, on transforme ce potentiel brut en quelque chose d'inébranlable. » Elle m'a tendu un contrat, un paquet de feuilles qui semblait peser 1 tonne. J'ai parcouru les clauses, les pourcentages, les obligations. C'était vertigineux. Une partie de moi voulait hurler, s'enfuir, retrouver le confort familier de mon anonymat. La Chloé d'avant le voulait. Mais la femme sur la photo, elle, voulait autre chose.
Elle voulait le monde. J'ai pensé à Julien, à son visage suffisant, à ces mots qui m'avaient laissée pour morte. J'ai pensé à sa nouvelle copine parfaite. J'ai pris le stylo qu'Hélène me tendait. Sa plume a touché le papier avec un son presque imperceptible. Chaque lettre de ma signature était un adieu à mon ancienne vie. J'avais signé, non pas un contrat, mais ma déclaration de guerre officielle. La guerre, comme je l'ai vite appris, n'était pas glamour, c'était un travail de forçat. Ma vie est devenue un enchaînement brutal de disciplines militaires. Réveil à 5 heures du matin pour une course dans le froid glacial, suivi de 2 heures de sport avec Marc, qui semblait prendre un plaisir sadique à repousser mes limites. Puis venaient les leçons, apprendre à marcher. J'ai passé des semaines, des talons de 15 cm au pied, à arpenter une ligne blanche tracée au sol, un livre en équilibre sur la tête. Marcher, tomber, recommencer. Apprendre à poser. Des heures devant un miroir, à décomposer chaque mouvement, chaque angle de mon visage, jusqu'à ce que chaque muscle réponde au quart de tour. Et puis, il y avait les castings, des dizaines de castings, des salles d'attente remplies de créatures parfaites qui me toisaient avec indifférence. J'entendais les mêmes refrains cruels en boucle. Trop commercial, pas assez grande. Son visage est intéressant, mais... Chaque nom était une petite mort, une piqûre de rappel de l'ancienne Chloé qui se croyait indésirable. Le soir, je m'effondrais dans mon lit, mon corps endolori, mon esprit vidé. La voix de Julien revenait parfois, tentante. « Tu vois, tu n'es pas faite pour ça, abandonne. » Mais le matin, je voyais la photo d'Antoine, punasée sur mon mur. Je voyais cette femme puissante, et je me relevais. Un soir, après une journée particulièrement humiliante où un directeur de casting m'avait à peine regardé, mon téléphone a sonné. C'était Hélène. Sa voix était différente, électrique. « Chloé, j'ai quelque chose, c'est énorme, un casting pour le nouveau parfum Aura de la maison Delamare. » Delamare, une des plus grandes marques de luxe du pays, une marque synonyme d'élégance intemporelle. C'était comme proposer à un soldat débutant de mener l'assaut final. C'était une chance unique et probablement la plus grande humiliation à ce jour si je la ratais. La salle de casting était d'un blanc clinique, intimidante. J'étais la numéro 27. Avant moi, 26 filles, des gazelles blondes ou brunes, toutes plus jeunes et plus parfaites les unes que les autres, étaient passées devant le jury. Le jury, c'était 3 personnes assises derrière une longue table blanche. Le directeur artistique, un homme à l'air glacial, la responsable marketing et le célèbre photographe de la campagne, un Italien charismatique mais visiblement ennuyé. Mon tour est arrivé. J'ai marché vers le centre de la pièce, le bruit de mes talons résonnant dans le silence. Je sentais des dizaines de regards me disséquer. J'ai fait mon profil droit, mon profil gauche, mon face. Le directeur artistique a feuilleté mon book sans lever les yeux. « Le parfum s'appelle Aura. Pour vous, ça évoque quoi ?» m'a-t-il demandé d'un ton monocorde. Mon esprit est devenu vide, blanc, comme la pièce. J'ai bafouillé quelque chose sur l'élégance, la confiance, des platitudes. Je voyais le photographe étouffer un bâillement. J'étais en train de tout rater. La panique montait, glaciale. Et soudain, une odeur. La responsable marketing portait un parfum floral, sucré, un peu cheap. Et cette odeur m'a ramené des mois en arrière. C'était la même odeur que je sentais sur les chemises de Julien quand il rentrait tard. L'odeur de l'autre, la trahison. La colère a chassé la peur. J'ai regardé le directeur artistique droit dans les yeux. « Laura », ai-je repris, ma voix soudainement plus basse, plus intense. Ce n'est pas quelque chose que l'on porte, c'est ce qui reste quand on s'est débarrassé de tout ce qui est faux. C'est trouver son propre parfum après avoir porté trop longtemps celui d'un autre. C'est l'odeur de la liberté. Un silence est tombé. Le photographe s'est redressé sur sa chaise. Le directeur artistique a enfin levé les yeux de mon book et m'a regardé. Vraiment regardé.
J'ai terminé, je les ai remerciés et je suis sortie, les jambes tremblantes. J'étais persuadée de m'être ridiculisée. 1 heure plus tard, dans le métro, mon téléphone a vibré. C'était Hélène. Sa voix était étrangement calme. « Chloé, tu es assise ?» Je l'ai, tu l'as, on l'a. J'ai cru que j'allais m'évanouir en plein milieu de la rame de métro. J'étais le nouveau visage du parfum Aura. Moi, Chloé, la grosse vache. Le premier jour de tournage était surréaliste. Un studio immense, une équipe de 50 personnes qui s'agitaient autour de moi. On m'a installée sur une chaise face à un miroir entouré d'ampoules. Un coiffeur et une maquilleuse se sont occupés de moi pendant 2 heures, leurs gestes précis et délicats. Le styliste m'a tendu une robe en soie liquide qui semblait flotter. En me regardant dans le miroir, transformée, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti un calme étrange. C'était ma place. Le photographe italien, qui s'appelait Marco, n'était plus du tout ennuyé. Il était passionné, me guidant avec des mots chantants. « Magnifica, ne bouge pas, donne-moi la douleur, puis la liberté, oui, comme ça !» La journée a été longue, épuisante, mais exaltante. Chaque flash de l'appareil photo était comme une validation, un clou de plus dans le cercueil de mon ancienne vie. En fin de journée, je suis sortie du studio flottant sur un nuage. L'air frais de la Nimi n'avait jamais été aussi bon. Je me sentais légère, puissante, invincible. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Hélène et la remercier. Et celle-là que je l'ai vue, un message d'un numéro inconnu. Mon estomac s'est glacé, mes doigts tremblaient en l'ouvrant. 4 phrases, seulement 4. Chloé, c'est moi. Je n'ai pas ton nouveau numéro. Tu es magnifique. J'ai été un imbécile. On peut se parler ? C'était signé Julien. Mon nuage de bonheur a éclaté en une fraction de seconde, me laissant tomber de très haut. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message, bloqué le numéro. J'ai refusé de le laisser gâcher ma victoire. 1 mois plus tard, la campagne Aura a été lancée et ma vie a basculé. Mon visage était partout, sur les abribus, dans les magazines, sur les écrans de télévision et surtout sur un panneau publicitaire géant au carrefour le plus fréquenté de la ville. Le premier soir, je suis allée le voir. Je me suis garée un peu plus loin et je suis restée là, dans ma voiture, à regarder cette version de moi de 10 mètres de haut qui surplombait la circulation. Son regard était intense, libre. Elle ne me ressemblait pas, et pourtant, elle était plus moi que je ne l'avais jamais été. Des larmes coulaient sur mes joues, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de fierté. Le lendemain, il a appelé, d'un autre numéro. Cette fois, j'ai répondu. Je voulais entendre sa voix. « Chloé ». Sa voix était cassée, méconnaissable. Je vois le panneau depuis la fenêtre de mon bureau, chaque jour, chaque minute. Il y a eu un long silence. Je suis tellement désolée, Chloé. J'ai tout gâché. J'étais un idiot, un monstre. Sa nouvelle copine, elle m'a quittée. Elle a dit que j'étais un homme aigri et obsédé par son ex. Elle avait raison. Il pleurait. L'homme qui m'avait brisé était en train de pleurer au téléphone. Et je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas de joie, pas de haine. Juste le vide. C'est à ce moment que je me suis posé la question, et je vous la pose à vous qui m'écoutez. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Est-ce que la pitié peut avoir sa place face à une telle trahison ? J'ai écouté ses sanglots pendant quelques secondes, puis je l'ai interrompu, ma voix aussi calme et froide que la surface d'un lac en hiver. « Julien, le numéro que vous essayez de joindre n'est plus en service. » J'ai raccroché. Le silence de mon appartement était assourdissant. Je savais qu'il rappellerait, que ce n'était que le début. Ma vengeance n'avait même pas encore commencé. Il n'a pas seulement rappelé, il est venu. Un soir, alors que je rentrais d'un shooting photo tardif,
il était là. Assis sur les marches devant mon immeuble, sous une pluie fine qui rendait le bitume luisant. Il avait l'air diminué. Ses vêtements de marque étaient froissés, il n'était pas rasé, et ses yeux bleus, autrefois arrogants, étaient bouffis et cernés. Mon cœur n'a pas bondi. Il n'a pas eu de pincement, il n'a rien fait. C'était un silence de marbre. Il s'est levé quand il m'a vu, comme un automate. « Chloé, s'il te plaît, juste 5 minutes. » L'odeur de l'alcool flottait faiblement autour de lui. J'ai continué à marcher vers la porte, sortant mes clés. Je ne l'ai pas regardé. Il n'y a rien à dire, Julien. Il m'a attrapé le bras. Son contact était moite et faible, mais il a suffi à déclencher en moi une vague de dégoût glacial. Je me suis arrêtée. J'ai tourné la tête et j'ai posé mon regard sur sa main qui tenait mon poignet. Lentement, très lentement, j'ai levé les yeux vers son visage. La femme que j'étais avant se serait excusée, elle aurait eu peur. Mais la femme que je suis devenue l'a juste regardée. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Mon silence, mon absence totale d'émotion l'a terrifié plus que des cris. Il a retiré sa main comme s'il s'était brûlé. « Je t'aime, Chloé », a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « Je t'ai toujours aimé. » J'ai eu un petit rire, un son sec et sans joie. Tu n'as jamais su ce que c'était l'amour. Tu as aimé l'idée d'avoir quelqu'un qui t'appartenait, quelqu'un à rabaisser pour te sentir plus fort. Maintenant, excuse-moi, j'ai eu une longue journée. J'ai ouvert la porte de l'immeuble et je suis entrée sans un regard en arrière. En montant les escaliers, j'ai entendu un son étouffé. Il s'était mis à genoux sur le trottoir mouillé en plein milieu de la rue et il pleurait à chaudes larmes. Sa supplication dans la rue n'était qu'un début. Il est devenu une ombre. Il m'envoyait des fleurs au bureau que je jetais sans même lire la carte. Il laissait des messages désespérés à Hélène qui les effaçait avec un soupir agacé. Le point culminant a été atteint lors de la soirée de lancement officiel du parfum Aura. C'était un événement mondain, dans un hôtel particulier magnifique, rempli de journalistes, de célébrités et de photographes. Je portais une robe noire spectaculaire. Je me sentais au sommet du monde, répondant aux interviews, souriant sous les flashs. Et soudain, je l'ai vu. Il avait réussi à se faufiler à l'intérieur. Il se tenait au fond de la salle, me fixant avec une intensité folle. Nos regards se sont croisés à travers la foule scintillante. Il a commencé à marcher vers moi, bousculant les gens sur son passage. Un murmure a parcouru l'assemblée. Les caméras se sont tournées vers lui, puis vers moi. La panique aurait dû m'envahir, mais à la place, j'ai ressenti un calme olympien. C'était la fin, la confrontation publique qu'il cherchait. Il est arrivé devant moi, l'air hagard. « Chloé, on doit parler », a-t-il dit, sa voix trop forte. La sécurité s'est approchée, mais j'ai fait un signe discret de la main pour qu'ils attendent. Je voulais que tout le monde entende. J'ai pris un micro posé sur une table à proximité. Mon image était projetée sur des écrans géants dans toute la salle. J'ai souri, un sourire de mannequin, parfait et glacial. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Julien, mon ex-mari. » J'ai marqué une pause, savourant le silence total qui s'était installé. Puis, j'ai pris la parole. Il est la raison pour laquelle notre parfum s'appelle Aura. C'est lui qui m'a appris que la plus belle chose qu'une femme puisse porter, c'est sa liberté après s'être débarrassée d'un poids mort. Les flashs ont crépité furieusement. Il est devenu blême. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. La sécurité l'a alors emmené, sous le regard médusé de toute l'assistance. Je pensais que c'était la fin. Mais en le voyant disparaître, j'ai compris qu'un homme aussi désespéré avait sûrement une dernière carte à jouer, et elle serait probablement la plus sale de toutes. Sa dernière carte, ce fut ma mère. Il l'a appelée, lui a raconté une version larmoyante de notre histoire, où il était la victime repentante et moi, le monstre sans cœur qui refusait de lui pardonner.
Ma mère, qui a toujours eu un faible pour lui, l'a cru. Elle m'a appelé à son tour, me suppliant de lui donner une autre chance, parlant de la valeur sacrée du mariage. Elle a organisé un dîner, un guet-apens. Quand je suis arrivée chez elle, il était là, assis dans le salon de mon enfance, l'air contrit. C'était le coup de grâce qu'il voulait me porter, en utilisant la culpabilité et la pression familiale. Ma mère nous a laissés seuls. Il a commencé son discours appris par cœur, sur ses regrets, sur l'avenir qu'il voulait reconstruire. J'ai écouté sans l'interrompre. J'ai regardé cet homme, dans ce décor familier, et je n'ai vu qu'un étranger. Quand il a eu fini, je me suis levée. « Julien », ai-je commencé, ma voix posée, « je te pardonne ». Il a levé la tête, un espoir fou dans les yeux. « Je te pardonne », ai-je répété. Parce que le pardon, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est la dernière chaîne que je brise. Je te pardonne de m'avoir humilié, car sans ça, je n'aurais jamais trouvé ma force. Je te pardonne de m'avoir trompé, car sans ça, je n'aurais jamais appris à m'aimer moi-même. Je te pardonne de m'avoir quitté, car c'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Je me suis dirigée vers la porte. Mais pardonner ne veut pas dire oublier, et ça ne veut surtout pas dire recommencer. Tu as détruit notre mariage, mais tu as construit la femme que je suis aujourd'hui. Et cette femme te dit adieu. Je suis sortie, laissant ma mère et mon ex-mari, tous deux abasourdis. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai passé un appel. Mon avocat. Il était temps de passer à la phase finale. La vengeance, ce n'était pas les larmes ou l'humiliation publique. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus silencieux et de bien plus définitif. Pendant notre mariage, j'avais aidé Julien à lancer sa petite entreprise de conseil en marketing. J'avais trouvé le nom, créé le logo, rédigé des statuts. Et naïvement, je l'avais laissé mettre 100% des parts à son nom. Mais il y avait une clause dans notre contrat de mariage, une clause que mon père m'avait forcé à inclure et que nous avions tous les deux oubliée. Elle stipulait que toute entreprise créée durant l'union, même au nom d'un seul des époux, était considérée comme un bien commun à 50-50 en cas de divorce non finalisé. Et notre divorce, avec ses manœuvres pour ne pas me verser de pension, n'avait jamais été officiellement prononcé. Il ne s'en est rendu compte que lorsque ses comptes ont été bloqués. Paniqué, il m'a appelé. Il a crié, menacé, puis supplié. Je ne lui ai pas répondu, j'ai laissé faire les avocats. 2 mois plus tard, j'étais la propriétaire majoritaire de sa société. Le lundi suivant, je suis arrivée au bureau. Je n'y avais pas mis les pieds depuis plus d'1 an. Les quelques employés présents m'ont regardée avec un mélange de peur et de curiosité. J'ai traversé l'open space, mes talons claquant sur le parquet. La porte de son bureau était ouverte. Il était là, affalé sur sa chaise, le regard vide. Il m'a vue et n'a même pas eu la force de se lever. J'ai posé mon sac sur le bureau. J'ai regardé autour de moi, les photos de lui, ses diplômes. « C'est un bel endroit », ai-je dit calmement. « Il y a du potentiel, mais il va y avoir quelques changements. » Il m'a regardé, les yeux rouges. « Pourquoi tu fais ça, Chloé, pour me détruire ?» J'ai eu un léger sourire. « Non, Julien, je ne fais pas ça pour te détruire, je fais ça pour me construire. » J'ai pris un carton vide sur le côté et je le lui ai poussé. « Tes affaires personnelles, tu as 1 heure pour les rassembler. La sécurité t'escortera à la sortie. » Je me suis retournée pour partir, puis je me suis arrêtée sur le seuil. « Ah, et Julien ?» Il a relevé la tête. « Ne t'inquiète pas pour ton avenir. J'ai entendu dire qu'il y avait un poste de commercial junior qui se libérait dans notre filiale de province. Si ça t'intéresse, tu peux postuler, comme tout le monde. » Cela fait maintenant 3 ans. 3 ans que j'ai franchi cette porte en le laissant avec son carton. J'ai restructuré l'entreprise, je l'ai fait grandir. Et j'ai continué ma carrière de mannequin en parallèle. Aujourd'hui, je suis heureuse, vraiment heureuse. Ce n'est pas une joie exubérante, mais un bonheur calme, profond. J'ai appris que la confiance en soi n'est pas une destination, mais un chemin.
Il y a des jours où je me sens encore fragile, où la voix de l'ancienne Chloé murmure des doutes. Mais maintenant, je sais comment lui répondre. J'ai rencontré quelqu'un, un architecte nommé Léo. Il est doux, intelligent, et quand il me regarde, je vois de l'admiration dans ses yeux, pas du jugement. Il aime mes forces et n'a pas peur de mes cicatrices. Quant à Julien, j'ai entendu dire qu'il avait accepté le poste en province. Il a essayé de remonter la pente, mais il n'a jamais retrouvé sa superbe d'antan. Mon histoire avec lui est terminée, classée. Elle ne me fait plus mal. Elle fait partie de moi, comme une cicatrice qui prouve qu'on a survécu à la blessure. La vengeance que je voulais au début, celle de le voir souffrir, n'a plus d'importance. La vraie vengeance, je l'ai compris, c'est de construire une vie si pleine et si belle que la personne qui vous a fait du mal n'y a plus aucune place, même pas dans vos pensées. C'est le succès, la paix intérieure et la capacité d'aimer à nouveau. Alors à vous qui m'écoutez, si quelqu'un a essayé de vous briser, de vous faire croire que vous n'étiez rien, ne gaspillez pas votre énergie à le haïr. Utilisez cette énergie pour vous reconstruire, brique par brique. Construisez un empire si magnifique que depuis ses remparts, vous ne pourrez même plus apercevoir les ruines de votre passé. Et la question finale que j'aimerais vous laisser pour en débattre. La meilleure vengeance, est-elle vraiment un plat qui se mange froid, ou est-ce simplement le bonheur que l'on trouve après la bataille ? J'espère que mon histoire vous aura plu. Prenez soin de vous.